Parmi les nouvelles organisations, il en est une qui ne laisse pas indifférent. La notion d'entreprise libérée, on aime ou on déteste, mais il me paraît intéressant de s'attacher à en dresser les contours et les principes avant de prendre une position, tranchée ou non d'ailleurs, dans le cadre de vos futures responsabilités ou même de vos responsabilités actuelles. Je me suis appuyé sur les travaux d'Isaac Getz et de Brian Carney pour préparer cette petite vidéo et essayer de vous dresser en 7 principes les contours d'une entreprise libérée, d'en voir ensuite les avantages et les inconvénients et peut-être aussi d'aborder les conditions d'évolution vers une entreprise libérée. Voyons d'abord les concepts, ou plutôt les 7 principes qui encadrent ce type d'organisation. Le premier principe, c'est que dans toute entreprise libérée, il y a un lien qui est fait entre le bien-être des salariés, des professionnels, et la recherche de la performance. Et que ce lien est direct. Plus il y a de bien-être, plus il y a de performance. Et qu'à partir de ce principe de base, chacun admet que la pérennité de l'entreprise dépend des compétences des salariés. Le deuxième principe, c'est comme toute organisation, elle doit avoir une vision, une stratégie, mais celle-ci doit être portée par un leader humble et charismatique. Humble, c'est-à-dire loin des leaders je sais tout et prescripteurs, mais plutôt un leader qui est attaché à partager, discuter, débattre sa vision et en capacité de la partager avec les ressources de son entreprise. Il y a donc, comme dans toute organisation, de la vision, de la stratégie. Ensuite, cette vision et cette stratégie, elle est partagée avec les acteurs, ce qui suppose que les leaders de ces organisations libérées ont confiance dans leurs salariés et qu'ils sont en capacité de leur attribuer de la reconnaissance et que celle-ci est déployée au quotidien. Le troisième principe, c'est que ces valeurs et responsabilités partagées, elles s'assoient sur un travail collectif de définition de ce que produit l'entreprise et à partir de quelles valeurs elle travaille, et qu'ensuite comment ces valeurs sont déclinées au quotidien dans le concret du travail de chacun. Ça paraît évident, expliqué comme ça, mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît à mettre en œuvre. Le quatrième principe, c'est pas de boucle de contrôle. Dans la caricature faite des entreprises libérées, on entend souvent dire que ce sont de vastes foutoirs. Eh bien non, ce ne sont pas de vastes foutoirs. L'entreprise libérée part du principe que c'est celui qui fait qui sait, et que l'acteur ou le groupe d'acteurs qui produit est responsable de sa production. Mais que cette autonomie, cette responsabilité en matière de production, elle a 3 principes. Le premier, c'est l'autodirection. Chaque acteur ou chaque équipe prend les décisions en lien avec le terrain, tant qu'elles sont en ligne et en cohérence avec la vision du dirigeant ou du collectif ou de la mission qui est assignée. Elles ont une autonomie d'auto-organisation de leur travail, c'est-à-dire elles sont en capacité de définir le comment je produis ou comment nous produisons. Et le troisième point, c'est qu'elles ont une capacité, une autonomie d'autocontrôle, ce qui ne veut pas dire absence de contrôle. Mais dans l'entreprise libérée, les acteurs de terrain, ou les groupes d'acteurs de terrain, déterminent les règles de contrôle
et en organisent d'eux-mêmes les conditions d'application. 6e point, et avant-dernier, c'est le principe de subsidiarité. Tout acteur a le droit de ne pas savoir tout ou partie d'une tâche à réaliser, et même si les décisions se prennent au plus près du terrain, lorsque les acteurs ne sont pas en capacité de prendre la décision, ils sont fondés à demander de l'aide à leur hiérarchie. Le principe de subsidiarité, c'est le complément, voire l'opposé de la délégation, c'est-à-dire ce ne sont pas les hiérarchiques qui déterminent ce qui doit être délégué en termes de responsabilité, en termes de tâches, mais ce sont les professionnels de terrain qui, à partir de ce qu'ils savent faire et de ce qu'ils ne savent pas faire, sont fondés à demander l'appui de leur hiérarchie. Ce qui veut dire que le 7e principe est que la hiérarchie, c'est pas forcément une hiérarchie qui sait ou qui impose, mais c'est une hiérarchie qui est au service. Au service des opérationnels, qui sont eux-mêmes au service des clients, et les opérationnels prennent les décisions au plus près du terrain, et les managers aident à la prise de décision en étant des pourvoyeurs de sens et des garants de la cohérence de la production de l'ensemble de l'entreprise. Alors à partir de ces 7 principes, un certain nombre d'entreprises connues en Europe fonctionnent sur ce mode managérial ou ce mode organisationnel. Quelles sont les limites? En France, c'est difficile de mettre en place une entreprise libérée parce qu'on a une forte culture pyramidale, et qui dit forte culture pyramidale dit une forte dépendance des opérationnels envers la hiérarchie. Pour passer en entreprise libérée, il faut que la hiérarchie fasse un grand pas en matière de posture managériale et qu'elle accepte de laisser un certain nombre d'attributs du pouvoir qui vont de la place de parking réservée à la gamme de mobilier en fonction de la position hiérarchique et bien d'autres attributs de ce genre. La deuxième limite, c'est que les entreprises libérées sont assises sur les compétences des opérationnels, donc elles sont parfois source de stress et de surresponsabilisation des salariés. Il y a aussi des organisations qui sont des pseudo-organisations libérées et qui en fait passent sous le vocable libéré en vue de réduire leur coût de ligne hiérarchique, mais sans réelle valeur partagée, et qui continuent en sous-main à fonctionner de manière pyramidale. Et enfin, les limites de l'organisation, c'est que si elles sont assises sur une reconnaissance et une confiance dans les compétences du terrain, encore faut-il que les processus de recrutement soient adaptés et ad hoc. Dans ce type d'organisation, il est beaucoup plus délicat de gérer et de conserver des professionnels qui n'ont pas les compétences requises que dans des organisations classiques. Alors ces organisations, elles ont d'énormes bénéfices qui sont constatés, c'est-à-dire qu'elles sont nettement plus agiles et adaptables que les organisations classiques dans les environnements en grande mutation, et nous sommes dans une période de changement de paradigme, donc de période d'adaptation multiple et durable. Elles ont une forte dynamique de groupe et de cohésion qui améliore la performance de l'ensemble. Elles sont aussi extrêmement créatives et produisent beaucoup plus d'innovations que les organisations classiques, et des innovations parfois spontanées proposées par les acteurs de terrain. Elles ont des environnements de travail généralement agréables, avec des pratiques de bien-être au travail qui sont souvent d'avant-garde, et elles ont un moteur qui est essentiellement basé sur la responsabilisation et l'enrichissement du travail, qui est lui-même porteur de sens. Donc l'ensemble de ces bénéfices généralement l'emporte sur les risques et les limites évoquées dans la diapositive précédente. Alors voilà, réfléchissez maintenant à ce que ces principes et cette
ce type d'organisation pourrait vous apporter à vous dans votre pratique professionnelle ou à votre organisation, en sachant que pour évoluer vers ce type d'organisation, il vaut mieux procéder par changement incrémental, c'est-à-dire au pas à pas, plutôt que par rupture brutale, ne serait-ce que parce que, comme on l'évoquait tout à l'heure, la culture française est quand même très attachée au système pyramidal, aux logiques de pouvoir et donc aux attributs du pouvoir. Voilà, bonne réflexion et à tout à l'heure ou à bientôt.